de la science, on arrive bientôt à cette conclusion que c'est en termes d'obstacles qu'il faut poser le problème de la connaissance scientifique. Alors, cette idée de ce concept d'obstacle épistémologique que Bachelard développe dans son livre La formation de l'esprit scientifique en 1938, a été assez vite, repris, enfin pas assez vite, mais a été repris par les didacticiens des sciences francophones, notamment donc à partir des années 70 ou 70, si vous voulez, notamment dans le livre d'Astolfi et al. Quelle éducation scientifique pour quelle société? C'est un concept assez fort. On retrouve un équivalent chez les anglo-saxons avec l'idée de changement conceptuel, mais la référence n'est pas Bachelard, là, mais plutôt les épistémologues comme Kuhn ou. Alors, maintenant, la notion d'obstacle, c'est particulièrement répandue dans le domaine de l'enseignement, en particulier dans les didactiques. Je pense que ceux qui ont suivi un certain nombre d'interventions depuis hier ont vu qu'il s'était répandu, mais avec des acceptions variées. Et donc, mon idée de partir du concept de Bachelard, celui d'obstacle épistémologique, ce n'est pas de me poser comme une sorte de gardien de l'orthodoxie en disant voilà ce que c'est qu'un obstacle et voilà ce qui n'en est pas, mais c'est aussi pour prendre un concept qui est particulièrement exigeant et pour examiner à partir de ce concept exigeant, donc qui va en quelque sorte avoir une certaine puissance, une certaine agressivité, voir quelles peuvent être les conséquences didactiques. Donc, je vous propose une intervention en 4 temps, revenir un peu sur ce concept d'obstacle épistémologique chez Bachelard, proposer après deux lectures des obstacles en didactique, une qui est assez proche de celle de Bachelard, une qui peut-être s'en éloigne un peu, mais d'une certaine façon, en ce qui me concerne, je pense que ça la complète. Et puis poser une question qui est une question, comment dire, un peu de provocation. Pourquoi est-ce qu'on est aussi nombreux à vouloir s'acharner à ce que les élèves abandonnent la pensée commune? Et terminer par la question des exigences didactiques et des inégalités d'apprentissage. Alors, le concept d'obstacle chez Bachelard. Quelques points, je suis désolé pour ceux qui connaissent Bachelard par cœur de reprendre ces éléments-là, mais c'est bien l'idée qu'on connaît contre une connaissance antérieure, en surmontant ce qui, dans l'esprit même, fait obstacle à la spiritualisation. Autre point qui éclaire un peu plus cette affaire-là, c'est que quand il se présente à la culture scientifique, dit toujours Bachelard, l'esprit n'est jamais jeune, il est même très vieux, car il a l'âge de ses préjugés, accéder à la science et spirituellement rajeunir. Et je pense que l'intérêt didactique qu'avait d'ailleurs envisagé Bachelard est là, c'est-à-dire que pour Bachelard, il ne s'agit pas de penser l'accès au savoir comme une acquisition de quelque chose de nouveau qui viendrait sur rien, en quelque sorte, mais comme un changement, comme une rupture. Et cela, il l'envisage aussi bien dans l'histoire des sciences que dans l'enseignement des sciences. Et en tout cas, ce qui est important, c'est que pour lui, et pour les didacticiens qui vont se référer à Bachelard, l'accès au savoir ne correspond pas, il ne s'agit pas de se confronter à un manque, mais à un problème de connaissance. Alors, juste pour marquer un peu cette affaire-là, j'ai pris quelques exemples, c'est-à-dire que avec une vision bachelardienne, on va dire que, par exemple, c'est parce que je sais qu'il me faut toujours forcer pour déplacer un objet, que pour moi, évidemment, dans ma pensée commune, je relie force et mouvement. Évidemment, cette connaissance que j'ai dans la vie de tous les jours, qui est très importante, qui est même essentielle, ne va pas du tout correspondre et va faire obstacle à mon accès à la physique de Newton, qui va relier force et accélération. Mais c'est aussi parce que je vis et je pense quotidiennement les liens entre l'alimentation et la sortie des excréments, que pour moi, je vais comprendre dans ma pensée commune la nutrition en termes d'élimination de mauvais aliments. Donc on a comme ça de tous les jours un certain nombre de connaissances et de façons de penser ce que l'on fait ou ce que l'on veut faire qui sont très efficaces dans
donc dans la vie de tous les jours, et qui vont venir, en quelque sorte, ces connaissances incorporées, faire obstacle à à l'accès à des savoirs scientifiques, d'ailleurs, quelle que soit la discipline, même si là, j'ai surtout m'attaché aux sciences de la nature. Donc, pour reprendre ça et pour insister un peu, peut-être un peu lourdement, l'obstacle ne peut pas se comprendre en termes de manque. Voilà, en tout cas, l'obstacle au sens de Bachelard. Il ne s'agit pas de considérer les obstacles externes comme la complexité et la fugacité des phénomènes, ni d'incriminer la faiblesse des sens et de l'esprit humain. Alors, si on traîne un peu dans la littérature, ou même chez certains sites français ou belges que l'on voit pour la formation des enseignants, on va entendre des propos du type ce que l'on ne peut pas voir représente des obstacles majeurs pour l'apprentissage des différentes fonctions biologiques humaines. Bon, je vous ai dit que je ne voulais pas du tout être le garant de l'orthodoxie, mais en tout cas, du point de vue de l'obstacle épistémologique de Bachelard, ça ne correspond pas à un obstacle, puisque c'est pensé en termes de manque, du fait qu'on ne voit pas. De même, si on se réfère à la citation de Bachelard qui est en haut sur cette diapositive, on ne peut pas dire les difficultés prennent source dans la complexité du système. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés qui prennent source de la complexité des systèmes qu'on étudie en sciences, mais en tout cas, ça ne peut pas correspondre aux obstacles de Bachelard. Alors, pourquoi s'acharner comme ça, ou pourquoi s'attacher comme ça à ce concept si particulier, si étonnant, si polémique, hein, qui est celui d'obstacle épistémologique du point de vue de Bachelard? C'est parce qu'il me semble qu'il y a un intérêt vraiment essentiel d'un point de vue didactique, ou plus largement du point de vue de l'enseignement, c'est le fait que l'enseignement ne s'oppose pas à la bêtise. C'est-à-dire que si jamais on veut faire apprendre quelque chose à quelqu'un, toujours d'après ou en suivant les idées de Bachelard, ce n'est pas ni le manque de connaissances qui va poser problème, ni la bêtise de la personne, mais justement l'intelligence qui a été construite par l'expérience de l'individu et de l'espèce, si on se place dans une perspective historique et évolutionniste. Donc on a une intelligence qui est construite par la vie de tous les jours, qui sert tous les jours, qui marche bien. Et en guise de provocation, j'ai envie de dire, mais pourquoi absolument vouloir faire abandonner à nos élèves, ou plus largement aux futurs citoyens, cette intelligence de tous les jours qui fait ses preuves, qui a fait ses preuves et qui les fera encore? Pourquoi cet entêtement didactique? Alors, je reviendrai sur ce point-là dans la troisième partie. Je vous propose maintenant, pour aller un tout petit peu plus loin et avant justement de pouvoir essayer de répondre, j'allais dire, à cette provocation, deux lectures des obstacles en didactique. Comment est-ce qu'on peut finalement penser ces obstacles d'un point de vue didactique en sachant que le problème, enfin l'intérêt, mais aussi le problème des obstacles épistémologiques de Bachelard, c'est que c'est un concept polémique et d'une certaine façon un concept négatif. C'est-à-dire qu'en gros, ce concept explique pourquoi les élèves ont des difficultés et rencontrent donc des obstacles pour accéder à des savoirs scientifiques, mais en dehors de ça, il n'en dit pas plus. C'est-à-dire que il n'a pas tellement son versant positif, ça a été relevé par plusieurs auteurs, dont Moscovici, etc. Enfin, je ne vais pas donner toutes les citations. Alors pourquoi, si on prend au sérieux ce concept obstacle épistémologique, je n'ai pas répété à chaque fois obstacle épistémologique dans ma présentation, qu'est-ce qu'on peut en faire en tant que chercheur en didactique? Alors en fait, vous savez que chaque domaine de savoir étudié par les didacticiens a permis de repérer des façons de penser et d'expliquer fort différentes de ce qu'en disent les spécialistes actuels, ce qu'on a appelé les représentations initiales, ce qu'on a appelé les conceptions initiales, etc. Enfin, il y a aussi toute la nomenclature anglo-saxonne. Représentation initiale qui peut faire obstacle et on a des catalogues, on a des listes. J'ai donné une référence ici où on voit à peu près tous les travaux qui ont été faits autour de ça. Mais comment faire? Est-ce que c'est intéressant? Et comment faire pour dépasser un catalogue des représentations et donner
un sens plus profond qui va pouvoir nous orienter d'un point de vue didactique, en tout cas de la recherche didactique, et aussi du point de vue pour les enseignants, sur ce qu'apporte ce concept d'obstacle épistémologique. Donc, je propose ici deux types de lecture des obstacles. Ces lectures ne sont pas ni exclusives ni exhaustives, mais c'est deux éclairages, en quelque sorte, de cette idée d'obstacle quand il s'agit de penser les obstacles au sens de Bachelard, c'est-à-dire comme un trop-plein de connaissances, et non pas comme un manque, ou comme une difficulté d'un autre type. Alors, j'ai fait la distinction entre lecture symbolique et lecture formelle en faisant référence à Michel Serres. Une lecture symbolique, c'est les obstacles qui sont pensés comme une surcharge de sens. Je vais donner des exemples tout à l'heure. Et une lecture formelle qui correspond à des obstacles pensés comme des chaînes d'explication communs. Quand je dis commun, c'est au sens de la pensée commune. Dans les deux cas, ça renvoie donc à la pensée commune de deux points de vue différents, et en ce sens-là, ça peut éclairer l'idée d'obstacle épistémologique de Gaston Bachelard. Alors, une lecture symbolique des obstacles. En fait, cette lecture symbolique des obstacles, celle qui renvoie à un trop-plein de sens, en quelque sorte, c'est celle qui est la plus proche de celle de Bachelard. Alors, tout à l'heure, j'ai évoqué l'idée de la force, c'est-à-dire c'est bien parce que j'ai pratiquement incorporé au sens propre du terme le fait que dès que je veux bouger quelque chose, il faut que je force, que je vais avoir une pensée qui va relier naturellement le mouvement et la force. Mais c'est aussi dans mes expériences de tous les jours que, historiquement, mais aussi éventuellement en tant qu'élève, je vais relier électricité et chaleur, je vais les penser comme un fluide. Un exemple un peu en biologie sur la nutrition des végétaux pour montrer que cette surcharge de sens peut en fait correspondre à des pensées convergentes symboliques qui vont venir rendre difficile la compréhension pour les élèves de la nutrition des végétaux, ou pour les adultes d'ailleurs. Bon, notamment les végétaux, alors je parle ici des végétaux chlorophylliens, et en particulier des plantes, une partie importante de leur nutrition vient du dioxyde de carbone de l'atmosphère, ou éventuellement de l'eau pour les végétaux aquatiques, enfin bon, dioxyde de carbone. Et c'est une des difficultés, cette idée qu'on peut se nourrir, que les végétaux peuvent se nourrir à partir du dioxyde de carbone est une conception que les élèves ont du mal à intégrer, hein, et ils restent sur une conception où les végétaux se nourrissent essentiellement pour les plantes à partir de la terre. Là, on a évidemment une surcharge de sens, parce que d'une part, ça renvoie à une survalorisation de la terre, hein, la terre nourricière. Donc on voit bien comment c'est connoté et comment finalement la terre se présente comme un bon candidat pour nourrir les végétaux. Ça renvoie aussi à l'anthropomorphisme, puisque quand pour avoir l'impression de nous nourrir, il faut qu'on mange quelque chose de consistant. Et on le fait évidemment avec la bouche, donc il faut chercher, et on l'a fait dans l'histoire des sciences au XVIIe et au début du XVIIIe siècle, il faut chercher la bouche des végétaux, et il faut trouver ce qu'ils peuvent manger de consistant. Et la terre, là encore, est tout à fait bienvenue pour penser ça, alors qu'évidemment, l'idée qu'on pourrait se nourrir d'un gaz, et d'un gaz qui n'a pas une très bonne réputation, comme le dioxyde de carbone, ne viendrait pas à un esprit, un saint esprit formé à la pensée commune, hein, par la pensée commune. Et puis, quand on s'occupe des végétaux, qu'on a des petites plantes chez soi ou qu'on a ça dans son jardin, on va s'occuper éventuellement là où on la met par rapport à la lumière, on va s'occuper éventuellement on va leur mettre de l'eau, ou bien on va espérer qu'il pleut pour les végétaux qui sont dehors, et puis on va leur mettre de temps en temps des engrais. Mais jamais on va s'occuper du dioxyde de carbone. Autrement dit, c'est ce que Canguilhem appelle un obstacle d'intérêt technique. Là aussi, ça va en quelque sorte accroître l'évidence que les végétaux se nourrissent uniquement et se nourrissent à partir de la terre.
Donc voilà, c'est ça la pensée symbolique des obstacles, c'est cette espèce de surcharge de signification, ce surcharge de sens qui vient de par le vécu et de par la culture que l'on fréquente tout au long de la vie et qui va ici venir faire obstacle à la compréhension de la nutrition des végétaux à partir du dioxyde de carbone. L'autre lecture des obstacles que je vous propose cette fois-ci, qui est une lecture qu'on peut qualifier de formelle, donc à la suite de Michel Serres, cette fois-ci, ça renvoie à des modes usuels d'explication. Alors, je ne vais pas faire le tour, il y a des tas de choses qui ont été écrites, mais disons, un de ces modes usuels d'explication, ce qui est quasiment le fondement de la pensée humaine, c'est le fait de raconter des histoires. Quand je veux expliquer quelque chose, je donne une explication sous forme d'histoire. C'est ce que dit le psychologue Brunner, notamment, pourquoi nous racontons des histoires. Et en dialectique des sciences, ça a été nettement repéré en physique, notamment par tous les travaux de l'équipe de Vienno, hein, en électricité. Je prendrai tout de suite un exemple, mais aussi pour expliquer l'effet de serre, pour penser les fonctions de nutrition. Donc, c'est le fait que le fond de nos explications, ce sont des histoires. Donc ça, c'est des questions, des aspects bien connus. Donc là, j'ai tiré ça de Closset. Un circuit électrique, et lorsque l'on pense ce circuit électrique comme une histoire, c'est-à-dire que ça part du pôle, l'électricité part du pôle plus, fait le tour du circuit et revient au moins, eh bien forcément, ça va avoir tendance à faire penser que ce qui se passe avant la résistance et qui se passe après la résistance n'est pas du même ordre. Le courant passe par une première ampoule 1, où déjà il va fournir de la lumière, donc il va fournir quelque chose. Il va passer par la résistance qui va en quelque sorte l'épuiser. Et quand il va arriver à l'ampoule 2, eh bien, il va être beaucoup moins fort. Alors, et donc, l'ampoule 2 va nettement moins briller que l'ampoule 1. Alors, attention, ce que je viens de dire là, c'est, je vous raconte l'histoire. Ce n'est pas ce que vont dire les physiciens, évidemment, pour qui l'intensité de courant est la même sur l'ensemble du circuit, etc., etc. Donc, les deux ampoules sont identiques et brillent de la même façon. Mais en tout cas, puisque mon explication du courant électrique est en termes de fluide, puisqu'il est en termes d'histoire, alors forcément, et on retrouve ça au début de l'université scientifique, où près de 50% des étudiants vont penser que l'ampoule 2 brille moins que l'ampoule 1. Rapidement, un schéma tiré de, un schéma tiré de la main à la pâte. On va vous expliquer l'effet de serre en vous racontant une histoire. C'est-à-dire que on se retrouve, que ce soit à gauche ou à droite, c'est-à-dire avec ou sans effet de serre, on raconte une histoire. Il y a la lumière qui vient du soleil, qui va sur la Terre et qui réchauffe la Terre, qui fournit de l'énergie à la Terre. Et il y a une énergie qui ressort de la Terre, qui, vous voyez, sur l'épaisseur du trait, est moins importante, cette énergie, que celle qui arrive. Ce qui est pour ça qu'on peut dire que le Soleil réchauffe la Terre. Et si jamais il y a une atmosphère, alors cette atmosphère va encore renvoyer une partie de ce qui est renvoyé par la Terre vers la Terre, et donc ça va chauffer, le Soleil va chauffer encore plus, si on peut dire, la Terre. Donc je peux raconter une histoire pour expliquer l'effet de serre, hein, avec cette déviation en quelque sorte d'une partie de ce qu'on renvoie. Mais dans les deux cas, on pense en termes d'histoire d'une part, et évidemment, en termes d'inégalité entre ce qui ressort et ce qui rentre, alors qu'en fait, on peut considérer qu'à un moment donné, la Terre est thermiquement en équilibre et qu'il y a autant d'énergie qui sort qu'il y a d'énergie qui rentre. Alors, je ne vais pas rentrer sur le détail d'une explication d'effet de serre dans ce cas-là, mais en tout cas, ça va de toute évidence, le fait qu'on ait tendance à raconter des histoires va venir fortement faire obstacle à la compréhension qu'ont les physiciens actuellement de l'effet de serre.
Un exemple en biologie, et désolé pour ceux qui m'ont déjà plusieurs fois entendu en parler, voilà donc la circulation sanguine présentée uniquement en termes de grande et petite circulation avec les cellules en bas et vous avez euh, les poumons en haut. Et vous voyez que je peux quand même facilement vous expliquer ça et je pense qu'en tant qu'enseignant, je le fais assez souvent, je peux vous expliquer ça en termes en termes d'histoire, je peux vous raconter une histoire. Par exemple, alors il faut qu'elle commence quelque part, mais le sang quitte les poumons en étant chargé en oxygène, il passe par le cœur gauche, il descend dans l'aorte, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, il va dans les différentes cellules, par les capillaires, il fournit de l'oxygène et en échange, si on peut dire, il reçoit du dioxyde de carbone, ça remonte par le cœur droit, ça remonte aux poumons, et là le dioxyde de carbone sort et l'oxygène venant de l'air rentre à nouveau et recharge en oxygène en quelque sorte. Voilà. Je peux vous expliquer facilement ce schéma de la double circulation en vous racontant une histoire focalisée sur l'oxygène et le dioxyde de carbone. En revanche, si je rajoute quelques organes, l'intestin qui est censé fournir à l'organisme les nutriments, les reins qui notamment vont servir à éliminer un certain nombre de déchets, les déchets azotés, urée, etc. Là, ça devient beaucoup plus compliqué de raconter une histoire. Ça devient beaucoup plus compliqué parce que, et d'ailleurs, lorsqu'on demande aux élèves d'intégrer au schéma de la circulation les reins et l'intestin, et là je parle d'élèves qui sont des élèves de secondaire supérieur, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire qu'ils mettent tout, ils conservent l'histoire, enfin, ils conservent l'idée de raconter une histoire et alors ils mettent tous ces organes-là en série. Alors là, ils peuvent évidemment partir des poumons avec l'oxygène, mais après, le sang passe par l'intestin et se charge de nutriments. Il donne aux organes, ici les muscles, à la fois les nutriments et l'oxygène, reprend du dioxyde de carbone et des déchets azotés. Il va éliminer les déchets azotés dans les reins, puis passant par le cœur droit, il va aller éliminer le CO2 dans les poumons, etc. Voilà encore une belle histoire que je viens de vous raconter. Simplement, quand on dit aux élèves, mais et ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ils n'arrivent pas à le faire fonctionner. Et ils n'arrivent pas à le faire fonctionner pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils ne peuvent pas le mettre, et c'est d'abord ça que je veux illustrer ici, ils n'arrivent pas à le faire fonctionner en histoire parce que supposons par exemple que là, il y ait les muscles aient produit des déchets azotés. Donc voilà les déchets azotés qui se promènent. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche. Alors, ils font ça, les élèves suivent, et puis ce qui les ennuie lorsque ça a fait tout le tour, là on est maintenant dans le cœur gauche, ils disent mais ces déchets azotés, au bout du compte, par exemple ici, là, qu'est-ce qui va leur dire qu'ils doivent aller vers les reins? Donc là, il y a une sorte d'alternative. Est-ce qu'ils vont là ou est-ce qu'ils vont là? Et ça fout le bazar en quelque sorte pour pouvoir raconter une histoire. Et puis, donc, il y a le fait que l'esprit humain explique en racontant des histoires va venir faire obstacle à la compréhension de la circulation telle qu'il est représenté ici. Sans compter qu'il y a aussi un point de vue symbolique qui intervient lorsque les élèves, par exemple, vont ne pas comprendre comment c'est possible que les déchets azotés aillent dans le cœur. Parce qu'il y a une survalorisation du cœur. Ils ont beau savoir que le cœur est un muscle, le cœur, c'est quand même le cœur. Et en tout cas, les déchets ne sont pensés ici que d'une manière substantialiste, dirait Bachelard, c'est-à-dire qu'en gros, il y a des déchets, il y en a ou il n'y en a pas, c'est propre ou c'est sale. Donc là, normalement, du point de vue des déchets, le sang est sale et là, il est propre. Du point de vue de l'oxygène, du dioxyde de carbone, là, il est sale, là, il est propre. Bon, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais pour résumer ce que je disais, donc deux grands fonds, toujours dans les explications communes et donc sous forme d'explications formelles des obstacles,
Il y a donc cette mise en histoire, mais là, je n'ai pas le temps de la développer, mais cette idée de penser en tout ou rien, en bon et mauvais sang, en présence ou pas de déchets, c'est une autre explication qui avait été mise en avant par Piaget et Garcia, correspond aux explications intra-objectales par opposition aux explications en termes de relations entre objets, interobjectales, qui interviennent aussi dans la pensée commune et qui sont tout à fait cohérentes avec une mise en histoire, parce que dans une histoire, il y a des personnages ou il y a des quasi-personnages qui vont donc avoir, en quelque sorte, en eux-mêmes, dans leur propriété, l'explication, enfin, ils vont être porteurs de l'explication que l'on veut donner du fonctionnement de tel ou tel système. Alors, ces formes d'explication sont bien des formes de pensée commune et elles font obstacle. C'est des obstacles épistémologiques au sens de Bachelard. Mais en ce qui concerne, si c'est tout à fait vrai pour une vision symbolique des obstacles, en ce qui concerne la vision en termes de mode d'explication, mode de raisonnement, ça ne correspond pas tout à fait à la façon dont Bachelard décrit les obstacles, pour qui la formation de l'esprit scientifique s'appelle a un sous-titre qui est psychologie de la connaissance objective. Ce n'est pas une psychanalyse freudienne, mais c'est une psychanalyse quand même. Mais l'intérêt de penser en termes de forme de raisonnement, c'est que, contrairement aux obstacles épistémologiques de Bachelard, ils ont un aspect positif, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement, on peut évidemment penser à cette mise en histoire qui fait obstacle, mais on peut aussi l'opposer à d'autres formes de raisonnement, hein, auxquelles on peut éventuellement se demander s'il ne serait pas intéressant de faire accéder les élèves. Alors, je ne sais pas, au point où j'en suis là, est-ce que je fais un petit, je pose la question à Valérie, est-ce que je fais un petit break si les gens ont des questions d'explicitation avant d'enchaîner, ou est-ce que j'enchaîne directement? Ça me semble une bonne idée de laisser la possibilité aux participants de poser des questions. Donc, je reprends la liste des participants pour voir si certains souhaitent poser des questions. N'hésitez pas à utiliser l'outil lever la main ou peut-être que tout est clair. On va laisser les gens nous dire s'ils souhaitent une explication. Ils dorment tous, c'est bon. Je continue. Je ne suis pas sûre qu'ils dorment. Peut-être qu'ils ont tout compris parce que tu as tout bien expliqué. Il n'y avait donc pas d'obstacle. C'est une explication. L'obstacle au concept Voilà. d'obstacle. Je pense que… Caroline. Caroline a une question, je n'ai pas vu. Alors, je ne sais pas si elle lève la main ou si… Mais bon, il y a quelque chose qui se passe pour Caroline. Non? Allô, allô? Attends. Oui, c'était juste pour dire que c'était très bien et très clair. C'était pas pour poser des questions. C'était un coup. OK, alors… Bon, alors je continue. Voilà. Alors, je reviens à ma question un peu provocatrice de tout à l'heure. Alors, il y a une pensée commune qui a fait ses preuves, qui a permis à l'espèce humaine de se développer comme on voit depuis un certain nombre de temps, et qui permet de fonctionner dans la vie de tous les jours. Alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument s'acharner à ce que les élèves abandonnent la pensée commune? C'est une question qui me semble importante, parce que tous autant qu'on est, on est didacticien de quelque chose, et on est persuadé que, évidemment, il faut enseigner les sciences, parce que sinon, c'est la mort du petit cheval. Il faut enseigner l'histoire, il faut enseigner, il faut enseigner la géographie, il faut enseigner les mathématiques, pardon, évidemment, où avais-je la tête, bien entendu la littérature, etc. Bon. Mais bon, ça, on est un peu égocentré dans cette affaire-là. Alors, c'est sûr que l'école se confronte donc à l'intelligence de la pensée commune en permanence, et c'est là le fond des obstacles. Hein. À chaque fois, finalement, que l'on va mettre, quelle que soit la discipline, un élève devant un nouveau problème, eh bien, un élève ou n'importe qui d'ailleurs, un adulte aussi, et puis bon, forcément, mais un politicien c'est pareil, hein, ces façons de penser, d'expliquer vont être celles qui ont fait leurs preuves, c'est-à-dire des choses bien simples. On va raconter des histoires. Vous voyez toute l'importance du storytelling
les échanges et dans la communication, toute l'importance d'être sur des explications intra-objectales lorsqu'il s'agit de trouver un coupable à ceci et à cela, hein, à la montée du chômage, etc., à l'insécurité. Bon. Tout ça, ça marche bien. Alors pourquoi s'embêter, en quelque sorte, à vouloir faire quitter cette pensée commune aux élèves? Pourquoi la révoquer? Pourquoi faire assimiler à nos élèves des façons de penser des scientifiques, après tout, pour qu'ils se prennent ces scientifiques, hein, au sens là, hein, c'est-à-dire tous ceux qui enseignent à l'université, pour qui se prennent-ils? En fait, je pense qu'en tant que dialecticien, il faut vraiment se poser la question, et qui peut se décomposer en deux sous-questions, même si elles ne sont pas totalement indépendantes. C'est pourquoi est-ce qu'il faut enseigner tel champ de savoir? Il y a certainement une certaine contingence à l'enseignement de telle ou telle discipline, on pourra en imaginer d'autres, mais pourquoi c'est intéressant d'enseigner la biologie? Pourquoi c'est intéressant d'enseigner la littérature? Pourquoi c'est intéressant d'enseigner les mathématiques ou l'histoire? Et pour une discipline donnée, est-ce qu'on est vraiment sûr? Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Est-ce qu'on essaye ou pas d'aider les élèves à dépasser la pensée commune en enseignant cette discipline? Je pense que ce sont des questions fondamentales pour un chercheur en didactique, et j'ai l'impression qu'on ne les pose pas assez, c'est-à-dire qu'on s'intéresse souvent à penser quelle est la meilleure façon d'enseigner tel domaine ou tel comment éventuellement aider les élèves à passer tel goulot, pour reprendre des termes qui ont été utilisés hier. Mais il faut, de mon point de vue, il faut remonter un peu avant et se dire, mais pourquoi enseigner ça? Quel est l'objectif? Quel est l'intérêt social et sociétal d'enseigner cette discipline et ce contenu-là, hein? Donc, le chercheur en didactique, son travail doit partir de plus loin, et pour plusieurs raisons. D'abord, on ne peut pas poser la question de l'efficacité d'une façon d'enseigner si on ne dit pas pourquoi on enseigne et ce qu'on enseigne. C'est-à-dire que tous les gens qui viennent avec leur bonne façon d'enseigner les mathématiques ou leur bonne façon d'enseigner en général, je ne vais pas citer l'enseignement explicite parce que je ne vais pas me faire d'ennemis, mais voilà, et jamais ils se posent la question, mais qu'est-ce qu'on est en train d'enseigner et pourquoi? Et si on prend au sérieux le conseil d'obstacle, comme l'entend Bachelard, il n'y a pas une bonne façon d'aider les élèves qui les permettrait de dépasser cet obstacle. Par construction, pas dire par définition, je sais pas, par conception, un obstacle, de toute façon, résiste. De toute façon, donc, un obstacle, ce n'est pas sur un coup qu'on va le dépasser. Le mode de raisonnement en termes de mise en histoire, ce n'est pas sur un coup qu'on va le régler. Il faut à chaque fois revenir à ça, savoir qu'on va commencer par raconter des histoires, et peut-être progressivement, sur l'ensemble de la scolarité, si je continue avec cette question de mise en histoire, aider les élèves à être attentifs et vigilants par rapport à notre tendance à tous, l'élève mais aussi les enseignants, à raconter des histoires qui peut nous empêcher de comprendre le fonctionnement d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre de systèmes. Pour enseigner ces disciplines, c'est vrai que si je reviens aux sciences, parce que c'est là où je peux me permettre un peu de dire des choses qui ne sont pas trop générales, qu'est-ce qu'on entend en général? Pourquoi il faut enseigner les sciences? On entend des discours très, très généraux du genre il faut enseigner les sciences parce que on est entouré d'objets scientifiques, on est entouré de sciences, avec le réchauffement, avec la baisse de la biodiversité, avec ceci, cela. Et donc, pour cela, il faut forcément enseigner les sciences. Et puis aussi à former l'esprit critique, parce que ça irait de soi que les sciences forment à l'esprit critique. J'oppose ça à une autre remarque un peu provocatrice, parce qu'à mon avis, ces arguments ne tiennent pas. On peut faire l'expérience que quelques mois après la fin du secondaire, pour ceux qui ne vont pas se destiner, même pour ceux-là, à des études scientifiques, les élèves ne savent plus rien de ce qu'on leur a enseigné en sciences. Enfin, je force un peu le trait, mais je vous assure que ça fonctionne bien quand même. Donc, en gros, l'esprit critique, juste comme ça, former l'esprit critique en faisant des sciences.
des questions du CEB. Donc le CEB, pour les non belges, c'est l'examen, que, si on peut dire, enfin l'évaluation certificative que les élèves passent à la fin du primaire. Hein. Voilà ce qu'on leur demande sur le corps humain. Il faut mettre le nom de l'appareil à gauche. Je ne sais pas si vous voyez, si c'est assez clair. Donc on peut penser que c'est l'appareil circulatoire, que c'est l'appareil respiratoire, même s'il est quand même limité aux poumons. Et puis peut-être que c'est l'appareil digestif, même si on voit surtout le foie, mais je ne sais pas si c'est lié à ce qu'on boit ou pas. Mais enfin voilà. Et puis voilà le genre de questions qu'on pose. Quel schéma de la page précédente? Donc ces trois, supposons qu'on ait repéré, que les élèves aient repéré les trois appareils, si on peut dire, puisque c'est comme ça qu'on les appelle. Quel schéma de la page précédente peut expliquer les situations suivantes? Il fait froid la semaine passée, beaucoup d'élèves sont enrhumés et tous. Comment peut-on penser? Alors j'imagine qu'on veut, on veut qu'on parle que c'est l'appareil respiratoire qui est en cause, mais en quoi l'appareil respiratoire explique que les élèves sont enrhumés et tous? L'élève qui a vomi sa soupe, en quoi l'appareil digestif explique pourquoi il a vomi sa soupe? Donc, vous voyez, ce qu'on demande, c'est tout simplement des savoirs pour le jeu des 1000 euros ou je sais trop quoi, et vous n'allez pas me faire croire que ça forme à l'esprit critique, ça. Là, on est pour les quatrièmes secondaires de qualification, donc vous voyez, on est presque à la fin du secondaire, à 2 ans de la fin du secondaire, et là encore, ce qu'on demande aux élèves, c'est de donner des noms, c'est de repérer. Alors, il faut savoir sur ce qu'on voit sur l'image en haut à gauche, c'est surtout les vacuoles, donc ça permet de répondre à la question, etc. Alors, mais racontez-moi pas que ça va former l'esprit critique des futurs citoyens. Bon. Donc, si on ne s'attaque pas en tant que chercheur en didactique, et en particulier en didactique des sciences, mais après, les autres didacticiens prennent ça comme ils veulent pour eux, si on ne s'attaque pas sérieusement à la question pourquoi enseigner les sciences, et si on s'en tient à le fait que, ben oui, ça forme à l'esprit critique, c'est bien connu, il faut absolument qu'on fasse des sciences parce qu'il faut qu'on fasse des sciences. Si on ne s'attaque pas à ça, alors quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, les sciences ne seront que des outils de sélection et non pas des outils de formation. Alors, eh bien, je repars ici de l'idée de Jean-Pierre Astolfi, dans son dernier livre, en 2008, La saveur des savoirs. Et il note quelque chose, des choses tout à fait importantes que je peux évidemment pas, la citation est forcément brève. À côté de la connaissance ordinaire, souvent suffisante pour répondre aux besoins pragmatiques de l'action quotidienne, les disciplines développent ainsi des savoirs proprement extraordinaires. Les disciplines sont comme des géants qui nous offrent leurs épaules pour voir le monde autrement, pour voir autrement le monde. Les savoirs qu'elles nous offrent fonctionnent comme des bottes de 7 lieues. Donc il me semble que si on prend au sérieux les obstacles épistémologiques de Bachelard, si on les pense en termes notamment de mode de raisonnement, hein, alors il faut dire, si on enseigne des sciences, si on enseigne l'histoire, si on enseigne la littérature, c'est pour permettre aux élèves d'accéder à d'autres façons de penser, hein, que ce que fournit finalement les expériences de tous les jours et la pensée commune. Parce que chaque développement d'un domaine de savoir, au cours de l'histoire de ce domaine, a permis à l'esprit humain d'inventer une nouvelle façon de penser et de remettre en cause des évidences, en quelque sorte. C'est à cette condition-là qu'on va pouvoir former à l'esprit critique les élèves, parce qu'ils vont avoir à leur disposition progressivement, pas simplement la pensée commune, il ne s'agit pas de la rejeter, mais vont avoir en plus d'autres grilles de lecture et peut-être une certaine méfiance par rapport à des façons de penser spontanées, en quelque sorte, celles par lesquelles on commence, qu'il va falloir mettre sous surveillance. Bon, il ne s'agit pas d'amender la pensée commune. Là, je rappelais, mais je vais passer très vite, l'idée de profil épistémologique de Bachelard. Il s'agit ici de son propre profil épistémologique de la relation de masse, où il explique que finalement, quand il pense à la masse, il peut le penser de différentes façons et en fonction des situations. À gauche, le réalisme naïf, c'est Bachelard devant une vitrine de pâtissier qui essaye de voir quel gros gâteau il va acheter, hein, pour bien se remplir
pour bien manger, etc., pour bien goûter le gâteau et pour bien s'emplir l'estomac. Et puis, après l'empirisme clair et positif, Bachelard dit ça, c'est ma carrière de postier, c'est la balance Roberval, ou c'est le. Voilà. Puis, en tant que prof de physique, c'est le rationalisme classique de Newton, puis la relativité, etc. Mais d'une certaine façon, c'est vrai que quand je pense masse, moi, avec ma formation scientifique, vous voyez, il a fait ici un diagramme en bâton, c'est bien le rationalisme newtonien qui prédomine. Bon, mais en tout cas, j'ai à ma disposition, a priori, toute cette gamme pour penser la masse. Donc, on peut justifier alors l'enseignement de telle ou telle discipline en pensant qu'elle est formatrice si, d'une part, elle permet de dépasser certaines façons de voir le monde qui sont culturellement survalorisées pour en passer d'autres, non pas pour abandonner la pensée commune, mais pour enrichir par d'autres formes d'explication et de raisonnement, ce qu'on peut avoir plusieurs cordes intellectuelles à son arc, comme je dis quelquefois, et d'autre part accéder donc à des nouvelles formes de pensée. Alors là, je ne vais pas reprendre trop en détail tout ça, puisqu'on n'a pas le temps, mais en tout cas, si on pense en termes d'objectif-obstacle de Martinan, pour reprendre le terme de Martinan, lui, il ne le pensait pas en termes de forme de raisonnement, hein, mais on peut l'utiliser là en termes de type d'explication à travailler, par exemple, tout au long de la scolarité et dans plusieurs disciplines, et j'en ai certainement oublié, il faut en permanence passer d'un raisonnement en petite histoire à un raisonnement en système. Comment, et peut-être rendre les élèves capables de se rendre compte qu'ils pensent naturellement en petite histoire et qu'on peut penser autrement sur tel ou tel domaine et en fonction de tel. C'est évidemment pas la même chose en biologie, c'est pas la même chose en physique, en chimie, en économie, mais en tout cas, être capable de. Et passer l'explication sous forme d'information à des explications. Enfin, on aurait pu mettre à information, à des explications où joue le hasard et la nécessité. Est-ce que dans l'évolution, est-ce qu'on est Lamarckien ou est-ce qu'on est. Est-ce qu'on est sur le hasard et la nécessité et est-ce qu'on est donc sur une autre explication de l'évolution qu'une simple information du milieu qui va faire évoluer, et si donc on va vers une pensée darwinienne, etc. Hein, bon. Mais on retrouve ça, par exemple, en biologie, aussi bien en immunologie, en développement du système nerveux. On retrouve ça aussi en psychologie dans dans ce qu'a pu dire Roudet à la suite. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais comme il me semble important pour chacune, si on suit ça dans chacune de nos disciplines, de se dire, mais quels sont à la fois les modes de raisonnement et d'explication qui font obstacle, et quels sont les modes de raisonnement auxquels il faut que je forme les élèves, en plus en les rendant conscients que cette forme d'explication est différente et en quoi elle est différente de la façon spontanée, j'allais dire d'une certaine façon naïve, en tout cas commune, de penser, notamment par la mise en histoire. Alors, dernier point, parce que à la fois, il me semble absolument nécessaire de, en quelque sorte, réinterroger pourquoi on enseigne nos disciplines, et je pense qu'on ne le fait pas encore assez en tant que chercheur en didactique, mais évidemment, cette formation des disciplines, je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais je ne suis pas en train de poser la question, si je m'intéresse aux sciences, de la formation des scientifiques, mais de la formation des citoyens à travers un enseignement des sciences. Bon, donc, je ne suis pas en train de poser la question en termes de formation de spécialistes. Mais d'un point de vue citoyen, il y a un point qu'on ne peut pas ignorer de nos jours en didactique, c'est la question des inégalités d'apprentissage. Et je voulais terminer par cela parce que si on regarde les recherches de sociologie, comme il y en a été faites autour de l'équipe Escole à Paris 8, Bonnery, mais il y en a, bon, il y avait Catherine aussi tout à l'heure qui doit parler en parallèle, donc on est en concurrence, mais aussi il y a eu des travaux qui ont été faits à l'ULB, etc., pour la Belgique. On montre que non seulement l'école ne réduit pas les inégalités, mais les inégalités de connaissances, les inégalités même de réussite scolaire, mais a tendance à les augmenter. Et on peut envoyer ça à des malentendus socio-scolaires, pour reprendre maintenant le terme qu'utilise Patrick Rayoux.
Et vous allez me dire, ça c'est de la sociologie de l'éducation, donc chercheurs en didactique, ce n'est pas notre truc. En fait, on peut voir ça aussi comme une troisième lecture, en quelque sorte, ou un additif à la question des obstacles au sens de Bachelard. Parce qu'au type d'obstacle déjà pointé et lié à la pensée commune, je vous ai parlé de surcharge symbolique ou de forme d'explication, qui sont deux éclairages différents, hein, qui ne sont pas forcément séparés, mais qui sont différents. Il s'en ajoute un autre qui dépend de l'écart entre la culture scolaire et la culture de l'élève. Le point essentiel, me semble-t-il, c'est de penser que, bien sûr, et c'est ce que j'ai essayé de développer jusqu'ici, l'école doit fournir aux élèves de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons d'expliquer et de leur faire comprendre en quoi il y a plusieurs façons de penser. On peut penser comme un historien, on peut penser comme un biologiste, on peut penser, etc. Mais en quoi c'est différent de la pensée commune, hein. Mais pour faire ça, l'école, elle va demander aux élèves de faire un certain nombre de choses, éventuellement d'écouter le professeur, éventuellement de s'attaquer à des problèmes, donc un certain nombre de tâches. Mais ce qui fait je ne vais pas dire la perversité, mais la complication de l'école, c'est qu'en général, quand on demande à un élève de faire une tâche, ce n'est pas pour lui apprendre directement à faire cette tâche. Ou ce n'est pas simplement pour qu'il réalise cette tâche, mais pour lui permettre, à travers ce travail-là, d'accéder à des savoirs, à des compétences cachées derrière cette tâche. Si on demande en français à certains niveaux aux élèves de faire des narrations, ce n'est pas simplement pour les rendre spécialistes de narration. Bon, on sait que de toute façon, la mise en histoire, elle viendra faire obstacle ailleurs, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas la travailler. Mais en tout cas, c'est que derrière, il y a certainement des apprentissages à faire qui dépassent simplement le fait, finalement, l'enseignant, il n'a pas grand-chose à faire du fait que l'élève raconte la dernière journée qu'il a pu avoir, hein. Bon. Il ne fait pas une collection de narration. Bon. Et si en biologie, on travaille sur les animaux en hiver, pour prendre un travail ça se fait en début du secondaire en France, ce n'est pas simplement parce que c'est important de savoir que les hirondelles reviennent au printemps et repartent en hiver vers les pays chauds. C'est pas simplement parce qu'on peut voir différentes façons de passer l'hiver. C'est parce que derrière ça, il y a quelque chose qui doit permettre de dépasser simplement le fait que, ah oui, l'approche anthropomorphique, anthropocentré, qui pourrait dire, ah ben, je suis un animal, l'hiver arrive, je suis une hirondelle, j'ai pas de chauffage chez moi, j'ai pas du tout envie d'avoir froid, alors youpi, je vais aller vers les pays chauds, hein, ou bien le hérisson, hein, je vais me camoufler sous les feuilles, etc. Donc, c'est que derrière, il y a évidemment le fait de penser en termes, j'allais dire, presque psychologiques des animaux, hein, à les faire penser en termes de besoins écologiques par rapport à la nutrition notamment et par rapport aux ressources en nourriture qu'il peut avoir, etc., etc. Donc c'est bien à chaque fois de les faire changer et les faire passer d'une simple histoire individuelle à une vision plus écosystémique de l'affaire. Bon. Et donc, le vrai problème, il est là dans les inégalités d'apprentissage, c'est que en fonction de la culture de l'élève, je ne parle pas de la culture en termes de plus ou moins cultivé, hein, c'est pas ça, c'est quelles sont finalement ses références dans la vie de tous les jours. Il va être plus ou moins prêt à comprendre que quand on lui demande de faire quelque chose à l'école, c'est pas directement il ne s'agit pas simplement qu'il fasse quelque chose, mais qu'il faut qu'il accède, qu'il comprenne que derrière ça, il y a des savoirs à acquérir. Et c'est là où se font les malentendus, et c'est là où se développent les inégalités scolaires. En tout cas, c'est ce que nous disent les sociologues de l'éducation dont j'ai parlé tout à l'heure. Il me semble que ça concerne fortement les didacticiens, parce qu'au bout du compte, c'est quand même bien les recherches en didactique qui proposent en quelque sorte des situations qui peuvent provoquer des malentendus. Et notamment, si on pousse un peu plus loin, on entend ici ou là le fait que l'enseignement, par exemple, des sciences sous forme d'investigation ou des méthodes didactives, tendrait aussi à augmenter les malentendus. Donc, si on n'y prête pas garde,
et on peut voir une remise en cause d'un certain nombre de pédagogies sous faux prétexte d'éviter d'accroître les inégalités d'apprentissage. Alors, que peut dire le didacticien de cette affaire-là? C'est vrai que si je rentre aux aspects descriptifs, comme je vous ai montré tout à l'heure pour le CEB, ou pour, bon, et comme hélas, il me semble que ça foisonne dans certains référentiels nouveaux en Belgique, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est sûr qu'on va certainement atténuer les inégalités de réussite. En gros, si on renonce à former les élèves, ça va évidemment diminuer les effets de l'école sur les inégalités, sur l'augmentation des inégalités d'apprentissage. À la limite, on n'a qu'à supprimer l'école, comme ça, elle ne va pas augmenter les inégalités d'apprentissage. Si on fait un raisonnement aux limites. Mais évidemment, si je m'en tiens, en fait, ça ne marche pas, parce que si je m'en tiens finalement à être peu exigeant par rapport à ce que ma discipline demande à l'école, je veux augmenter des effets différenciateurs d'apprentissage. Non pas effets différenciateurs au sens pédagogie différenciée, mais au sens où l'entendent les gens d'école, c'est-à-dire dans les bonnes écoles, on enseignera au-delà de ce qui est demandé, par exemple, dans le CEB, et c'est ce qu'on appelle une différenciation active, c'est-à-dire que les inégalités viendront du fait qu'on n'enseigne pas à tous la même chose, mais aussi une partie des élèves pourra apprendre de ces disciplines, de la biologie, de l'histoire, bien ailleurs qu'à l'école, au sein de leur, du contexte dans lequel ils vivent, etc. Et à ce moment-là, il y aura encore des nouvelles inégalités qui vont se créer. On est donc devant un défi fondamental, et il me semble que les didacticiens et les didactiques doivent le prendre en compte, comment à la fois exiger que nos disciplines développent l'esprit des élèves, et non pas simplement tu fais des sciences, donc ça développe l'esprit critique, vraiment développe l'esprit des élèves, mais qu'en même temps, ça profite à tous sans effet de différenciation passive, c'est-à-dire différence d'apprentissage qui serait liée à des malentendus. Dans le cadre que j'ai essayé, bachelardien, que j'ai essayé de développer tout au long de cette présentation, cela conduit à deux nécessités didactiques pour pouvoir essayer de dépasser ce défi fondamental. Les élèves doivent mettre à l'épreuve leur façon ordinaire de penser et la comparer à d'autres formes de pensée et sur des problèmes propres à différentes disciplines, par exemple forme de pensée mise en histoire. D'où l'intérêt de situations de débat, mais aussi d'où l'intérêt qu'ils aient eu le temps avant de débattre, de réfléchir. D'où l'intérêt aussi de revenir, une fois qu'on a travaillé ensemble, sur les différentes façons de penser qu'on a essayé de dépasser ensemble avec les nouvelles formes de pensée. Thématiser en quelque sorte, expliciter a posteriori ces nouvelles façons de penser. Mais aussi confronter les élèves à des idées fausses. Leur demander pourquoi, à votre avis, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ou bien sur des fonctionnements étonnants. Pourquoi ça peut fonctionner comme ça? Alors, je reprends. Voilà, par exemple, des situations qu'on avait proposées à des élèves de fin de primaire en France, après avoir travaillé avec eux sur la nutrition. Et on leur disait, voilà, d'autres élèves d'une autre classe, on leur a demandé comment ça fonctionnait dans le corps lorsqu'ils mangeaient, et ils ont donné ces explications-là. Est-ce que vous pouvez leur expliquer pourquoi ça ne peut pas fonctionner comme ça? Si les élèves sont capables de développer ça, alors on peut penser qu'ils ont commencé à développer un certain recul sur leur façon initiale de penser, et parce qu'en finalement, dans la classe, il y avait bien des explications comme ça qui étaient apparues, et ont développé un certain esprit critique grâce au travail qu'on a fait avec eux. Et puis, à d'autres moments, c'est de dire, mais comment quand même, malgré tout ce que vous pensez, cette circulation, vous avez l'impression que ça ne peut pas bien fonctionner, vous n'arrivez pas à raconter l'histoire, on peut se dépatouiller pour que quand même on explique que ça fonctionne comme ça. À quelles conditions ça fonctionne comme ça? Et donc, ça va obliger les élèves, là on est sur des élèves plus vieux, secondaire supérieur, mais ça va obliger les élèves à imaginer d'autres façons d'expliquer nécessairement, à les confronter les unes aux autres, éventuellement à les confronter à celles des scientifiques et à voir en quoi elles étaient différentes de leur façon de fonctionner au départ,
ici, encore une fois, par mise en histoire, mais aussi sur valorisation du cœur, etc., etc. Donc, l'autre condition, donc, j'en ai un peu parlé rapidement, c'est que ce travail donc, de mise, d'engagement de la pensée commune, de la discussion critique de la pensée commune, du fait qu'on va se confronter à des théories fausses pour voir pourquoi elles sont fausses, etc., ça demande effectivement, en gros, de revenir après, hein, comme le travail qu'a fait Peter Falvey, enfin, là c'est un numéro d'Aster, mais aussi dans sa thèse un peu plus tard, en 2001. Hein. Et il s'agit cette fois-ci, quand on parle d'explicitation, il y a effectivement, pour diminuer les inégalités d'apprentissage, il faut des explicitations. Mais ces explicitations, elles ne sont pas, du point de vue, si on change du côté de cela, elles ne doivent pas forcément être au départ. Parce qu'on peut expliciter, apprendre pas à pas à quelqu'un à faire quelque chose, mais il n'aura toujours pas compris finalement pourquoi, lorsqu'il sera sur un problème un petit peu décalé et qu'il viendra avec cette forme de pensée ordinaire, pourquoi ça n'ira pas. Donc il faut remettre en cause sa façon de penser, mais évidemment, a posteriori, lorsqu'on a dépassé ça, il faut l'expliciter, il faut comprendre, il faut noter en quoi notre façon de penser a évolué et en quoi, sur un problème autre, un peu plus tard, est-ce qu'on ne peut pas se dire, ah, vous vous souvenez, quand on a eu on est face à tel problème, on a commencé à tous raconter des histoires et on a vu que ça ne nous permettait pas de comprendre certaines choses. Est-ce que là, on n'est pas dans la même difficulté? Est-ce qu'on ne pourrait pas penser autrement, etc., etc. Donc, je termine avec Bachelard, hein, qui va penser en termes de dédoublement de la pensée, c'est-à-dire entre la pensée qui pense, en quelque sorte, et la pensée qui se contrôle en train de penser. Hein, finalement, il dit que le scientifique doit à la fois, ou n'importe qui doit être à la fois l'élève qui essaye de trouver une solution, mais aussi le maître qui contrôle la pensée qui est en train de se faire de la même personne, hein, ce dédoublement. Ça, c'est vraiment important. Mais vous voyez que ça peut prendre des formes dans l'enseignement qui sont bien des formes d'explicitation, mais comme je le disais, d'explication qui sont pour une bonne part a posteriori. Et donc, je termine bien sûr par une citation de Bachelard. Pour cela, il faut, par des tentatives subtiles, amener la raison non seulement à douter de son œuvre, mais encore à se diviser systématiquement dans chacune de ses activités, donc entre la pensée et le contrôle de la pensée. Bref, à rendre à la raison humaine sa fonction de turbulence et d'agressivité. Je vous remercie.